Une loi agricole de 900 millions de dollars secoue Ouagadougou et dépasse le cadre national. En rompant avec les semences OGM au profit de variétés locales, le Burkina Faso promet une souveraineté alimentaire retrouvée, tout en acceptant des frictions commerciales, diplomatiques et industrielles qui redessinent les rapports de force régionaux et mondiaux. Que signifie ce choix pour vous selon Ibrahim Traoré? Un précédent continental s'esquisse déjà ici, avec des répercussions possibles sur le Sahel, les marchés agricoles et l'autonomie des producteurs, bien au-delà des frontières burkinabées. Ce qui est en jeu dépasse une simple réforme agricole. Cette loi fixe une promesse claire: reprendre la maîtrise des semences pour réduire la dépendance extérieure et renforcer la résilience des communautés rurales. Le bénéfice annoncé est direct: plus d'autonomie alimentaire en moins de 12 mots. Mais cette promesse s'accompagne de risques mesurables, car elle touche un secteur structuré par des acteurs internationaux puissants, des chaînes d'approvisionnement établies et des accords commerciaux sensibles. L'enjeu principal réside dans l'équilibre à trouver entre souveraineté et stabilité. En privilégiant les variétés locales, le Burkina Faso parie sur l'adaptation climatique, la réduction des coûts pour les agriculteurs et la restauration des sols. En contrepartie, le pays s'expose à des pressions économiques et diplomatiques, ainsi qu'à des interrogations sur la capacité à maintenir les rendements à moyen terme. Cette tension structure tout le débat: renforcer l'indépendance sans isoler l'économie nationale. Une question guide la suite: cette promesse peut-elle tenir face aux forces qui s'y opposent? En quelques mois, une loi de 900 millions de dollars a déplacé le centre de gravité de la politique agricole burkinabé. Soutenue par Ibrahim Traoré, elle transforme une décision technique sur les semences en signal politique adressé aux marchés, aux partenaires et aux voisins du Sahel. Ce basculement ne vient pas de nulle part et il répond à une trajectoire longue faite de dépendances accumulées et de vulnérabilités révélées. Pendant des décennies, l'agriculture du Burkina Faso s'est structurée autour de semences importées, souvent liées à des intrants coûteux et à des chaînes d'approvisionnement externes. Ce modèle a permis des gains ponctuels de productivité, mais il a aussi exposé les exploitations aux variations de prix, aux aléas logistiques et aux décisions d'acteurs situés hors du pays. À mesure que les sols s'appauvrissaient et que les coûts augmentaient, la promesse initiale d'efficacité s'est accompagnée d'une fragilité croissante pour les petits producteurs. Le choix de revenir aux variétés locales répond à ce constat. Il s'appuie sur l'idée que des semences adaptées au climat du Sahel offrent une meilleure résilience face au stress hydrique et aux chocs environnementaux. Ibrahim Traoré présente cette orientation comme un rééquilibrage: moins de dépendance structurelle, plus de contrôle local sur un facteur clé de la production agricole. Dans ce cadre, la loi ne vise pas seulement à interdire ou autoriser des pratiques, mais à redéfinir la relation entre l'État, les agriculteurs et les fournisseurs de technologies agricoles. Le contexte international renforce la portée de cette décision. Les marchés des semences sont dominés par quelques groupes capables d'influencer normes, prix et standards. En s'en écartant, le Burkina Faso introduit une dissonance dans un système largement harmonisé. Ce décalage explique les réactions prudentes, voire inquiètes, observées à l'extérieur du pays. Ainsi, la mini-révélation tient en une idée simple: derrière une loi agricole se joue une recomposition des rapports de force, où la souveraineté alimentaire devient un levier politique autant qu'économique. La question n'est plus seulement ce que produit le pays, mais à quelles conditions et sous quelle influence. Sur le terrain, la réforme prend un visage concret à travers les communautés rurales qui doivent en appliquer les principes. Dans des zones agricoles longtemps dépendantes des semences importées, les producteurs se retrouvent au centre d'un changement qui modifie leurs pratiques quotidiennes. Ce ne sont plus seulement des instructions venues d'en haut,
mais des choix qui touchent la préparation des sols, la sélection des graines et l'organisation collective du travail. Dans plusieurs villages, les premières campagnes menées avec des variétés locales ont servi de test grandeur nature. Les agriculteurs décrivent des sols moins sollicités par les intrants chimiques et une adaptation plus fine aux conditions climatiques locales. Ces observations restent bas mais prudentes, mais elles alimentent un sentiment nouveau, celui de reprendre une part de contrôle sur un cycle agricole devenu trop dépendant de facteurs extérieurs. Le changement n'est pas spectaculaire, il est progressif, mais il est tangible dans les routines agricoles. Un autre effet précoce concerne la dynamique collective. Là où les semences importées étaient achetées individuellement, la conservation et la diffusion de variétés locales favorisent la coopération. Des groupes se forment pour échanger des graines, partager des savoirs anciens et tester des techniques adaptées. Cette organisation renforce les liens sociaux et redonne une valeur stratégique aux connaissances locales longtemps marginalisées par les modèles standardisés. Cependant, ces effets positifs s'accompagnent d'incertitudes. Certains producteurs s'interrogent sur la capacité à maintenir les rendements à long terme et sur l'accès au marché qui exige parfois des standards uniformisés. La réforme crée donc un espace d'apprentissage où espoir et prudence coexistent. Le sens de ces premiers effets est clair. La réforme n'est pas abstraite. Elle redéfinit déjà la relation entre agriculture et autonomie. Avant la réforme, le système agricole burkinabé suivait une logique largement héritée de l'extérieur. Les semences importées structuraient les calendriers agricoles, conditionnaient l'accès aux intrants et liaient les producteurs à des circuits commerciaux sur lesquels ils avaient peu de prise. Les décisions se prenaient loin des champs, souvent en fonction de standards globaux plus que des réalités locales. Après l'adoption de la loi semencière de 900 millions de dollars, cette mécanique a été volontairement interrompue, ouvrant une séquence d'événements rapides et profondément transformatrices. Le point d'activation est politique. Ibrahim Traoré soutient publiquement la réforme et en fait un marqueur de souveraineté. Ce soutien ne se limite pas à un discours symbolique, il inscrit la question des semences au cœur de la stratégie nationale. La loi est présentée comme une réponse directe à une dépendance jugée excessive, mais aussi comme un acte de projection, destiné à repositionner le Burkina Faso dans les débats régionaux et internationaux. À ce stade, le message est clair. L'agriculture n'est plus un secteur technique, elle devient un levier stratégique. La montée en intensité est rapide. L'annonce de la loi provoque des réactions contrastées. À l'intérieur du pays, une partie des communautés rurales accueille la décision comme une reconnaissance de pratiques longtemps marginalisées. Les variétés locales, autrefois reléguées au second plan, retrouvent une légitimité institutionnelle. Dans le même temps, les acteurs liés aux filières d'importation s'inquiètent d'un changement brutal des règles du jeu, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement et la standardisation des productions. Sur le plan international, la tension monte en coulisses. Les grandes entreprises agro-industrielles, habituées à dominer le marché des semences, perçoivent la réforme comme un précédent potentiellement contagieux. Les partenaires occidentaux observent avec prudence un choix susceptible de remettre en cause des équilibres commerciaux établis. Sans confrontation ouverte, les signaux diplomatiques deviennent plus insistants, rappelant les coûts possibles d'une rupture avec les pratiques dominantes. Le moment de bascule intervient lorsque les premières mises en œuvre concrètes commencent. Des campagnes agricoles sont lancées avec des semences locales soutenues par des dispositifs d'accompagnement et de formation. Ce passage à l'action transforme le débat abstrait en réalité mesurable. Les discussions quittent les tribunes politiques pour s'ancrer dans les champs, les coopératives et les marchés locaux. À partir de là, le retour en arrière devient plus difficile,
car la réforme s'inscrit dans des pratiques vécues. Les répliques de cette décision se diffusent ensuite à plusieurs niveaux. À l'échelle nationale, elle reconfigure les priorités budgétaires et les programmes agricoles. À l'échelle régionale, elle attire l'attention de pays voisins qui partagent des contraintes climatiques et économiques similaires. Le Mali et le Niger, notamment, observent cette trajectoire comme un possible modèle, sans encore s'y engager formellement. Cette phase de diffusion transforme une initiative nationale en signal régional. Enfin, le fil des événements révèle une dynamique plus large. La réforme ne se résume pas à un acte ponctuel, mais à une séquence où chaque étape renforce la suivante. Soutien politique, mise en œuvre technique, réactions internationales et effets régionaux s'enchaînent, créant une inertie nouvelle. Ce processus explique pourquoi la loi dépasse son objet initial. Elle devient un test grandeur nature de la capacité d'un État à reprendre la main sur un secteur clé sans rompre totalement avec le système mondial. Avant la réforme, la dépendance aux semences importées se traduisait par des coûts élevés et une vulnérabilité structurelle pour les exploitations agricoles. Après l'entrée en vigueur de la loi, les premières données disponibles indiquent un changement mesurable de cette trajectoire. Le passage aux semences locales modifie à la fois les rendements, les dépenses et l'organisation économique du secteur agricole. Un premier indicateur concerne la production. Dans plusieurs zones rurales, les rendements observés avec des variétés traditionnelles ont progressé d'environ 15 à 20% par rapport à l'année précédente. Cette évolution est significative car elle s'est produite sans recours massif aux engrais chimiques, souvent associés aux semences OGM. Autrement dit, la productivité ne repose plus uniquement sur des intrants coûteux, mais davantage sur l'adaptation des cultures aux conditions climatiques locales. Le deuxième indicateur porte sur les coûts. Avant la réforme, l'achat de semences importées et d'intrants associés pesait lourdement sur les finances des exploitations. Depuis l'adoption de la loi, plusieurs agriculteurs rapportent une réduction d'environ 30% des coûts de production. Cette baisse libère des ressources financières qui peuvent être réinvesties dans des domaines essentiels, comme l'irrigation, le stockage ou la diversification des cultures. Elle change aussi le rapport de force économique entre producteurs et fournisseurs externes. Un troisième élément quantifiable concerne la structure collective du secteur. Le nombre de coopératives dédiées à la conservation et à la diffusion des semences locales a augmenté d'environ 25% dans certaines régions. Cette progression reflète un effet d'entraînement. La réforme ne se limite pas à des performances individuelles, elle encourage des formes d'organisation capables de mutualiser les risques et les connaissances. Ces coopératives deviennent des points d'appui pour la formation, l'expérimentation et la transmission des savoirs agricoles. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une évolution claire. La réforme ne se contente pas d'un discours sur la souveraineté alimentaire. Elle produit déjà des effets mesurables sur la productivité, les coûts et l'organisation du secteur. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres servent de justification centrale. Il montre que l'autonomie agricole peut être compatible avec des résultats économiques tangibles, du moins à court et moyen terme. Les critiques de la réforme avancent un premier argument central. L'abandon des semences génétiquement modifiées pourrait fragiliser la production agricole dans un environnement climatique déjà contraignant. Selon cette lecture, les OGM constituent des outils conçus pour stabiliser les rendements face aux maladies, aux parasites et aux épisodes de sécheresse. Dans le Sahel, où les marges d'erreur sont faibles, renoncer à ces technologies serait perçu comme une prise de risque excessive. Les acteurs industriels et certains analystes estiment aussi que les semences standardisées facilitent l'accès aux marchés internationaux en répondant à des normes connues et prévisibles. De ce point de vue, la réforme pourrait isoler les producteurs et réduire leur compétitivité. Un second argument critique concerne la capacité de monter en échelle.
Les opposants soulignent que les semences locales, bien qu'adaptées à des contextes spécifiques, nécessitent des systèmes de conservation, de sélection et de diffusion robustes. Sans infrastructure solide et sans encadrement technique durable, la généralisation de ces pratiques pourrait créer des déséquilibres. La crainte exprimée est celle d'un écart croissant entre exploitations capables de s'adapter rapidement et celles qui manqueraient de ressources, accentuant ainsi les inégalités rurales. Face à ces objections, les partisans de la réforme apportent une réponse structurée. Ils rappellent d'abord que les données initiales ne montrent pas de baisse des rendements, mais au contraire une progression dans plusieurs zones. Ils soulignent ensuite que la dépendance aux semences importées a elle-même constitué une vulnérabilité majeure, exposant les agriculteurs à des chocs de prix et à des ruptures d'approvisionnement. Dans cette perspective, la réforme vise moins à rejeter la technologie qu'à rééquilibrer les sources de valeur et de décision. Enfin, les défenseurs de la transition insistent sur la dimension systémique. Le retour aux semences locales s'accompagne d'une revalorisation des savoirs agricoles, d'une coopération accrue et d'une réduction des coûts. Ces éléments, combinés, sont présentés comme des amortisseurs face aux risques climatiques et économiques. La réforme n'est donc pas conçue comme une rupture brutale, mais comme un déplacement progressif du centre de gravité agricole. Et puis, un détail change tout. Au milieu du débat sur les semences, un élément longtemps secondaire devient central. La réforme ne vise pas seulement à produire différemment, mais à déplacer le pouvoir de décision. Ce déplacement est le véritable point de bascule. En retirant aux fournisseurs externes le contrôle sur la monte agricole, le Burkina Faso redéfinit qui fixe les règles, qui supporte les risques et qui capte la valeur. Cette lecture modifie la perception de la loi. Ce qui semblait être un choix technique apparaît comme une stratégie de souveraineté graduelle. Ibrahim Traoré ne présente plus la réforme uniquement comme une réponse aux contraintes agricoles, mais comme un outil pour reconstruire une capacité d'arbitrage national. Les semences deviennent ainsi un levier politique discret mais structurant, car elles conditionnent l'ensemble de la chaîne alimentaire. Ce changement de focale éclaire aussi les réactions internationales. Les inquiétudes exprimées à l'extérieur ne portent pas uniquement sur les rendements ou les normes sanitaires. Elles traduisent la crainte qu'un précédent s'installe, montrant qu'un pays peut reprendre la main sur un secteur dominé par des intérêts concentrés. Si ce mécanisme fonctionne, il peut être transposé à d'autres domaines stratégiques. À partir de ce point médian, la réforme n'est plus jugée seulement sur ses résultats agricoles immédiats. Elle est évaluée sur sa capacité à redistribuer l'influence entre l'État, les producteurs et les acteurs globaux. C'est cette redistribution, plus que la question des semences elles-mêmes, qui change la donne. Pour les institutions nationales, la réforme introduit un changement de priorité. L'État n'est plus seulement un régulateur de flux agricoles, il devient un architecte de capacités internes. Les budgets se déplacent vers la formation, la conservation des semences et l'appui aux coopératives. Cette réorientation crée des marges de manœuvre nouvelles, mais elle impose aussi une responsabilité accrue, celle d'assurer la cohérence entre objectifs politiques et résultats agricoles. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré lie directement la crédibilité de l'action publique à la capacité de l'administration à accompagner durablement les producteurs. Du côté des entreprises et des acteurs économiques, l'impact est contrasté. Les fournisseurs de semences importées voient leur rôle remis en question, tandis que de nouveaux espaces s'ouvrent pour des initiatives locales. Des petites entreprises spécialisées dans la sélection, la conservation ou la transformation des semences locales émergent progressivement.
Cette dynamique favorise une relocalisation partielle de la valeur ajoutée, mais elle demande du temps pour atteindre une échelle économiquement stable. À court terme, l'incertitude domine, car les anciens modèles et les nouveaux coexistent sans encore s'équilibrer. Pour les communautés rurales, les effets sont plus immédiats et plus tangibles. Les agriculteurs qui adoptent les variétés locales constatent une baisse des coûts et une plus grande autonomie dans leurs décisions agricoles. Le fait de ne plus dépendre entièrement de fournisseurs externes réduit la pression financière au début de chaque saison. En parallèle, la montée en puissance des coopératives renforce les solidarités locales et facilite le partage de connaissances. Cependant, cette transition exige un apprentissage collectif et une adaptation progressive, ce qui peut créer des écarts temporaires entre régions. À l'échelle régionale, les conséquences dépassent le cadre burkinabé. Les pays voisins observent la réforme comme un laboratoire à ciel ouvert. Le Mali et le Niger, confrontés à des contraintes climatiques similaires, évaluent les résultats avec attention. Si le modèle se confirme, il pourrait encourager une coordination régionale autour des semences locales et de la souveraineté alimentaire. Cette perspective modifie déjà les équilibres diplomatiques car elle suggère l'émergence d'un pôle agricole moins dépendant des standards imposés de l'extérieur. Enfin, pour les acteurs internationaux, la réforme agit comme un signal. Elle rappelle que les politiques agricoles ne sont pas figées et que des États peuvent remettre en cause des structures dominantes lorsqu'elles deviennent trop contraignantes. Les réactions prudentes observées sur la scène mondiale traduisent cette prise de conscience. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso montre que les choix agricoles peuvent devenir des instruments de repositionnement stratégique. Pris ensemble, ces effets dessinent une transformation à plusieurs vitesses. Certains bénéfices sont déjà visibles, d'autres restent conditionnels. Mais une chose est acquise, la réforme a déplacé les lignes pour l'ensemble des acteurs concernés. Si l'on suit la trajectoire actuelle, se prolonge sans rupture majeure. L'adoption des semences locales continue à un rythme progressif, soutenu par des dispositifs publics ciblés et par l'apprentissage collectif des producteurs. Les coopératives se structurent davantage, mais leur capacité reste inégale selon les régions. Sur le plan extérieur, les partenaires internationaux maintiennent une pression diplomatique modérée sans mesures coercitives directes. Les marchés s'ajustent lentement et la réforme s'installe comme une normalité encore fragile mais fonctionnelle. L'enjeu principal devient alors la consolidation, transformer des résultats initiaux en pratiques durables. Dans une version plus favorable des événements, la dynamique s'accélère. Les rendements stables et la baisse des coûts renforcent la confiance des agriculteurs, ce qui élargit rapidement l'adoption des variétés locales. Les infrastructures de stockage et d'irrigation suivent, permettant de sécuriser les récoltes et de réduire les pertes. À l'échelle régionale, des pays voisins s'engagent dans des démarches similaires, ouvrant la voie à une coopération structurée autour des semences et de la recherche agronomique. Cette convergence crée un effet de levier. La réforme burkinabé cesse d'être perçue comme une exception et devient un modèle crédible. Dans ce contexte, les tensions internationales s'atténuent, car le changement apparaît maîtrisé et collectivement assumé. Dans une évolution plus difficile, tout peut se jouer sur une série de blocages. Les capacités logistiques peinent à suivre l'extension des semences locales, entraînant des pénuries ponctuelles et des retours partiels aux anciennes pratiques. Les divergences internes se cristallisent entre régions ou catégories de producteurs, fragilisant la cohérence de la réforme. À l'extérieur, la pression s'intensifie, avec des signaux commerciaux plus contraignants qui pèsent en fait sur l'économie nationale. Dans ce cas, la réforme survit politiquement, mais son impact se dilue, faute de conditions opérationnelles suffisantes.
Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de juger la réforme sur un résultat unique, il est essentiel de l'évaluer comme un processus. Penser en termes de séquence, d'ajustement et de retour d'expérience permet de réduire les risques de polarisation. Cette approche conditionnelle, fondée sur l'observation et l'adaptation, augmente la probabilité que la transition conserve sa cohérence, quel que soit le scénario dominant. Pour les agriculteurs, la réforme se traduit d'abord par un déplacement du risque. La baisse des coûts d'intrants allège la pression en début de saison, mais elle exige une montée en compétence sur la sélection et la conservation des semences. Ce changement favorise l'autonomie décisionnelle et la capacité d'arbitrage local. En contrepartie, il demande du temps, de la formation et une coordination accrue au sein des coopératives afin d'éviter des écarts de performance entre exploitations. Pour les consommateurs, l'impact est indirect mais réel. Une agriculture moins dépendante des importations peut stabiliser l'offre locale et réduire l'exposition aux chocs de prix internationaux. À moyen terme, la diversification des variétés et l'adaptation au climat peuvent en renforcer la sécurité alimentaire. L'enjeu ici n'est pas seulement le prix, mais la continuité d'approvisionnement, surtout dans les zones vulnérables aux aléas climatiques. Pour les jeunes et les porteurs de projets, la réforme ouvre des espaces d'initiative. La sélection, la multiplication et la transformation des semences locales créent des niches entrepreneuriales. Ces activités, souvent ancrées dans les territoires, valorisent des savoirs hybrides à la croisée de la tradition et de l'innovation. Elles offrent des perspectives d'emploi et de formation qui n'étaient pas centrales dans l'ancien modèle agricole. Pour les acteurs éducatifs et associatifs, la transition devient un support pédagogique. Elle facilite la transmission intergénérationnelle des connaissances agricoles et renforce les liens communautaires. Des gestes simples peuvent accompagner ce mouvement, soutenir des coopératives locales, participer à des programmes de formation ou relayer des pratiques adaptées au contexte climatique. Au total, la réforme modifie le rapport de chacun à l'agriculture. Elle invite à passer d'une logique de dépendance à une logique de participation. La question clé pour le public n'est plus seulement ce que l'État décide, mais comment chaque acteur s'inscrit dans cette transition. La consolidation de la réforme repose sur une séquence d'actions coordonnées, pensée comme un processus et non comme une mesure isolée. La première étape consiste à structurer la formation. Des programmes de ciblés doivent être déployés pour accompagner les agriculteurs dans la sélection, la conservation et l'amélioration des semences locales. Cette formation continue, appuyée par des agronomes et des savoirs endogènes, permet de sécuriser les rendements et de réduire les écarts entre régions. La deuxième étape concerne les infrastructures RROTJ. Le stockage, l'irrigation et les circuits de distribution locaux doivent être renforcés pour soutenir l'extension des pratiques. Sans ces appuis matériels, la transition risque de buter sur des contraintes logistiques. L'objectif est simple: garantir que l'offre de semences locales soit fiable, accessible et adaptée aux calendriers agricoles. Troisièmement, la gouvernance collective doit être consolidée. Les coopératives jouent un rôle clé pour mutualiser les risques, diffuser les connaissances et négocier l'accès au marché. Leur montée en capacité nécessite un cadre clair, des outils de gestion et des mécanismes d'évaluation partagés. C'est à ce niveau que l'impact de la réforme peut passer de l'expérimentation à l'échelle. La quatrième étape vise la coordination régionale. En dialoguant avec les pays voisins confrontés aux mêmes contraintes climatiques, le Burkina Faso peut favoriser des échanges de semences, de données et de pratiques. Cette coopération réduit l'isolement et renforce la crédibilité du modèle à l'échelle du Sahel. Enfin, la mesure des résultats est indispensable. Des indicateurs simples, vite, suivis dans le temps, doivent permettre d'ajuster les politiques.
Ibrahim Traoré insiste sur ce point. Sans évaluation transparente, la souveraineté alimentaire resterait un slogan. Avec elle, la réforme peut devenir un levier durable, piloté par des preuves et des choix assumés. Au point de départ, il y avait des chants ordinaires et des gestes répétés, transmis de génération en génération. C'est là que la réforme a réellement pris racine, bien avant les débats diplomatiques et les chiffres agrégés. En redonnant une valeur stratégique aux semences locales, le Burkina Faso a ravivé des savoirs que beaucoup pensaient relégués au passé. Ce retour aux sources n'est pas un repli, mais une tentative de projection différente vers l'avenir. Dans les villages évoqués plus tôt, la coopération n'est plus seulement une nécessité sociale, elle devient un outil de résilience. Les échanges de graines, les discussions collectives et l'expérimentation partagée traduisent une reconquête progressive de la confiance. Cette dynamique donne un sens concret à une réforme qui pourrait autrement rester abstraite. Elle rappelle que la souveraineté alimentaire se construit autant dans les champs que dans les lois. Ibrahim Traoré s'inscrit dans ce récit comme un catalyseur plutôt que comme une figure isolée. Son rôle est d'avoir ouvert un espace politique où ces pratiques peuvent redevenir centrales et légitimes. Le symbole est ce fort. Un choix agricole peut porter une charge identitaire et stratégique. Une phrase résume cet instant. Reprendre la main commence souvent par la terre. La réforme semencière du Burkina Faso n'est pas un point d'arrivée, mais une invitation à réfléchir collectivement futur agricole du Sahel et au-delà. Elle montre qu'un choix politique, lorsqu'il touche à des ressources fondamentales, peut redonner du sens à des débats souvent confisqués par des experts ou des intérêts éloignés du terrain. Ce mouvement rappelle que l'agriculture n'est pas seulement une question de rendement, mais aussi de dignité, de transmission et de capacité à décider par soi-même. L'exemple burkinabé porté par Ibrahim Traoré interpelle sans imposer. Il suggère qu'il existe des alternatives au modèle dominant, à condition d'accepter l'expérimentation, l'apprentissage et le dialogue. Pour les observateurs, les chercheurs ou les citoyens, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter en bloc, mais de suivre les évolutions, d'en analyser les résultats et d'en tirer des enseignements adaptés à chaque contexte. Au fond, cette réforme pose une question simple et universelle. Comment concilier autonomie, coopération et durabilité dans un monde interdépendant? La réponse ne viendra pas d'un seul pays, mais des échanges qu'il aura su provoquer. Et vous, quelle place donneriez-vous à la souveraineté alimentaire dans les choix de demain?